Bonjour, on peut pas dire que j'ai fait beaucoup d'articles ces derniers temps, c'est aussi que je n'ai pas eu des masses d'occasions de jouer, mais bon, tant pis. J'en fais un quand même aujourd'hui du coup, et le Star Wars X-Wing System Open Series de Paris approche, mine de rien. C'est dans une petite dizaine de jours là. Il est bien temps de me décider pour une liste. Deux en fait. Comme je prendrai ma branlée le premier jour, le second ça sera Hyperespace si j'ai bien compris. L'incompétence d'Asmodée France réduit un peu les options d'ailleurs. Bon, je vous renvoie à un lien que je vous donnerai, que vous trouverez dans l'article et je vous le donnerai dans la vidéo aussi. Mais en résumé, la vague 4 n'étant pas sortie en France, elle sera illégale lors de ce tournoi. Ce qui vaut pour les nouveaux vaisseaux de la dite vague, à savoir le Yena Class Droid Bomber, le Naboo Royal Advanced Starfighter et le Resistance Transport, mais aussi pour tout le contenu inédit de ces extensions fantômes, ce qui inclut les équipages de la Résistance, les Passive Sensors, les Plasma Torpedoes, etc. Or, Asmodée France a également bloqué depuis des mois maintenant les sorties françaises de deux nouveaux vaisseaux des vagues 2 et 3, le A-Wing RZ-2 de la Résistance et le chasseur ARC-170 de la République, qui sont maintenant annoncés pour la fin de l'été, encore un nouveau report. Concernant ces vaisseaux, des proxys seront autorisés sur la base du A-Wing RZ-1 et du chasseur ARC-170 de l'Alliance Rebelle, ce qui est hyper classe pour un tournoi officiel de cette ampleur, ou parfaitement surréaliste, disons. Bon, espérons que les joueurs étrangers qui se pointeront au tournoi seront au courant de ces limitations parce qu'ils pourraient sacrément tirer la gueule en cas contraire. Eux disposent comme de juste du contenu de la vague 4, mais ne pourront rien en faire dans ce tournoi. Encore bravo les tocards d'Asmodée France, vous flinguez vous-même vos gammes l'une après l'autre et c'est absolument merveilleux. Bon, passons, une fois de plus. J'aurais bien tenté des trucs à base de Yena et ou de Passive Sensors personnellement, mais tant pis. Je me replie donc sans surprise sur ma faction de cœur, l'Empire Galactique, soit les gentils, tout le monde sait ça. Ma précédente liste, Star Wing Academy, m'avait bien plu, faut dire, qui associait le Major Vinder à bord de son Star Wing de classe Alpha, Dark Vador dans son Tyadons X1, et enfin le colonel Jandon à bord d'une navette T4A de classe Lambda embarquant l'empereur Palpatine. Mais je n'étais pas hyper convaincu par ce dernier choix et me tâtais pour tenter autre chose. C'est l'objet du présent compte-rendu dans lequel Jandon est remplacé par un de mes vaisseaux fétiches, même si je l'ai étonnamment très peu joué dans ces derniers mois, où il dominait pourtant le méta, à savoir le Type PH Phantom. Ça doit être de l'esprit de contradiction parce que j'y reviens alors même que le gazier a pris cher et de manière sans doute tout à fait fondée lors du dernier ajustement des coûts en point d'escadron, ainsi que son talent de prédilection feinte. Mais même à ce prix, ça demeure un excellent vaisseau, efficace mais aussi très amusant à jouer. Par rapport à Jandon, cela donnerait quelque chose d'à la fois plus agressif et plus souple, et je me disais que ça méritait bien d'être tenté. Alors, hop, envisageons donc ma liste de l'Empire Galactique. Bon, cette liste est par la force des choses très proche de celle de Star Wing Academy. Deux des trois vaisseaux demeurent exactement les mêmes jusque dans le détail des améliorations, le Major Vinder et Dark Vador. La différence réside dans le troisième vaisseau, puisque j'ai cette fois remplacé le colonel Jandon par un as de l'escadron Sigma. Je vais donc reprendre au texto à peu de choses près ce que je disais des deux premiers vaisseaux, pour ceux qui n'auraient pas envie de jongler avec les articles et vidéos. Mais les autres, n'hésitez pas à avancer un peu. Parce que c'est le vaisseau qui a initialement défini la construction de cette liste, commençons par le Star Wing de classe Alpha, qui est piloté par le Major Vinder. Il coûte 41 points d'escadron à poil et a une initiative de 4. Sa capacité spéciale, cruciale dans cette liste, stipule que quand il défend, s'il est désarmé, c'est-à-dire s'il a un ou plusieurs marqueurs de désarmement, alors il jette un dé de défense supplémentaire, ce qui le fait passer à 3 dés verts, une agilité incongrue pour un vaisseau de ce type. Ce qu'il faut comprendre du coup, c'est que pour le Major Vinder, le fait d'être désarmé constitue en fait un atout. Ceci notamment du fait de sa configuration gratuite déterminante dans cette liste, l'arsenal OS1 embarqué, qui fait que, sous condition, un marqueur de désarmement ne l'empêche pas d'attaquer. Plus précisément, le Major Vinder, s'il a un marqueur de désarmement, mais un seul, cette fois, on ne peut pas les cumuler comme pour sa capacité spéciale. Dans ce cas, il peut toujours effectuer des attaques de torpilles ou de missiles contre des cibles qu'il a verrouillées, mais il ne peut alors pas dépenser son acquisition de cible lors de cette attaque. C'est forcément plus contraignant qu'une attaque normale, et votre adversaire peut en jouer, sachant très bien quelle est votre cible du coup, mais faut voir les armes en jeu. D'autant que l'arsenal OS1 embarqué a un dernier effet, il ajoute au vaisseau un emplacement de torpille et un autre de missile, il en a donc 2 de chaque. Je me suis concentré sur les torpilles pour ma part, et je ne me suis pas montré très original pour les premières d'entre elles, il s'agissait forcément des redoutables torpilles à protons, 13 points d'escadron. Vous les connaissez, mais pour mémoire, il s'agit d'une attaque à 4 dés rouges dans l'arc avant, à portée 2 à 3 sans modificateur. L'attaque nécessite une acquisition de cible et la dépense d'une charge, il y en a 2, et permet en outre de changer un résultat dégâts en résultat critique.
Ces torpilles sont très cool, mais dans l'optique de cette liste, elles présentent un petit souci, leur portée 2 à 3. Si le Major Winder a pris un marqueur de désarmement, et il a tout intérêt à le faire, et s'il n'était équipé que de ces torpilles, votre adversaire pourrait assez aisément éviter ses attaques en faisant en sorte de se trouver à portée 1 de lui. Un truc du même genre est commun quand on est opposé à un cargo léger YT 2400 par exemple. Il me fallait donc une attaque à portée 1 au cas où, et c'était tout vu. Pour mes deuxièmes torpilles, j'ai choisi des torpilles à protons avancés, 6 points d'escadron. Il s'agit d'une attaque à 5 des rouges, cette fois dans l'arc avant, et uniquement à portée 1, pas de redondance donc. Là encore, l'attaque nécessite une acquisition de cible et la dépense d'une charge, mais il n'y a qu'une seule charge sur la carte. Enfin, comme les torpilles à protons avancés permettent en outre de changer un résultat dégâts en un résultat critique. Avoir au moins 2 armes de ce type est très important dans cette liste, et pas seulement parce qu'elles constitueront en principe l'essentiel et même idéalement l'intégralité de vos attaques. En effet, le Major Winder a tout intérêt à avoir un marqueur de désarmement, et son action à cet effet sera souvent de recharger l'une ou l'autre de ses torpilles. Encore faut-il avoir quelque chose à recharger. En début de partie notamment, ça pourrait être compliqué. Mais heureusement, le Starwing de classe Alpha a un autre et très précieux tour dans son sac pour pallier ce problème. En effet, il dispose de la rarissime action de MASL, ou SLAM en anglais, et cette action également inflige un marqueur de désarmement. Elle peut toutefois s'avérer problématique, car elle a ses règles propres visant à en contraindre le très puissant effet, en faisant en gros l'action principale du tour. On ne peut pas faire un MASL via coordination, ou utiliser un effet pour faire une action puis un MASL, ce genre de choses. Cependant, il existe une carte qui permet de contourner aisément cette difficulté, alors autant en profiter, hein. La modification MASL avancée, 3 points d'escadron, a pour effet que, après avoir entièrement effectué la manœuvre découlant d'une action de MASL, le vaisseau peut effectuer n'importe quelle action blanche de sa barre d'action en la considérant comme rouge. Or, toutes les actions basiques du Starwing de classe Alpha sont blanches, ce qui laisse donc la possibilité essentiellement de se concentrer ou de faire une acquisition de cible. On évitera dans la mesure du possible d'associer un MASL et un rechargement car cela empêcherait de tirer. Mais pour le coup, une concentration ou une acquisition de cible alternative peuvent se montrer déterminantes. Il faut d'ailleurs noter ici que le cadran de manœuvre du Starwing de classe Alpha ne comprend que très peu de manœuvres rouges, une seule en fait, le 4 tout droit. C'est problématique au sens où il ne dispose pas de manœuvre de retournement, mais il bénéficie de manœuvres bleues qui peuvent aider à virer un stress éventuel, et en jouant justement sur le MASL, il peut réaliser des déplacements amples, assez inattendus et sans trop de contraintes. Reste une dernière amélioration qui coule de source. On l'a vu, l'arsenal OS1 embarqué précise que le Starwing de classe Alpha, s'il a un et un seul marqueur de désarmement, ne peut attaquer que les cibles qu'il a verrouillées, de toute façon avec des torpilles le verrouillage est nécessaire, et qu'il ne peut alors pas dépenser son acquisition de cible lors de cette attaque. C'est à mains égards la même formulation que pour l'ordinateur de visée avancée des TIE Advance X1, et cela produit la même conséquence. On a tout intérêt dans ce cas à s'équiper du senseur système de commande de tir, 2 points d'escadron. Dès lors, tant que l'on effectue une attaque contre un ennemi verrouillé, on peut relancer un dé d'attaque à la condition, qui est la même que pour l'arsenal OS1 embarqué, de ne pas dépenser son acquisition de cible lors de cette attaque. Parfait. Et voilà pour le Major Winder, qui est chargé mais raisonnablement, je crois. Il représente en tout 65 points d'escadron depuis la dernière mise à jour, sachant que le Major Winder lui-même coûte désormais 2 points de plus et les torpilles à protons 1 point de plus. Passons au deuxième vaisseau de cette liste, un des plus fameux As impériaux, la légende Dark Vador à bord de son TIE Advance X1. Initiative 6, 67 points d'escadron depuis la mise à jour de juillet. Il me paraît très utilement remplacer le second Starwing de classe Alpha de la proposition initiale. Tous les TIE Advance X1 bénéficient de la même capacité générique, ordinateur de visée avancé. Tant qu'il effectue une attaque principale contre un ennemi qu'il a verrouillé, Vador-Rounet lance un dé d'attaque supplémentaire. Rappelons qu'il n'en a que 2 à la base, mais cette capacité fait qu'il en aura en principe 3 de manière générale. Et en outre, comme s'il tirait avec des torpilles à protons, en fait, il change alors un dégât en critique. Et c'est à noter, cette liste, si elle fonctionne correctement, inflige du critique à tour de bras. En outre, Dark Vador est un utilisateur de la force, sans déconner, disposant d'une réserve de 3 marqueurs, et une de leurs utilisations potentielles découle de sa capacité spéciale. Après avoir effectué une action, il peut dépenser un marqueur de force pour effectuer une autre action. Comme ça, tranquillou bilou. Dark Vador est dès lors forcément ou presque équipé du senseur système de commande de tir, 2 points d'escadron, puisqu'il s'associe très bien à l'ordinateur de visée avancée. Bon, j'en ai déjà parlé et il n'y a rien de plus à en dire.
En tant qu'utilisateur de la force et adepte du côté obscur, Dark Vador, d'autant qu'il a une réserve étendue de 3 marqueurs de force, a tout intérêt à s'équiper du pouvoir de la force N, 3 points d'escadron. Dès lors, après avoir subi un ou plusieurs dégâts, il récupère autant de marqueurs de force, et c'est toujours bien. Reste une dernière amélioration, assez fréquente là aussi sur Dark Vador, la modification post-combustion, 6 points d'escadron. Après avoir entièrement effectué une manœuvre à vitesse 3 à 5, Dark Vador peut dépenser une charge de cette carte, qui en a 2, pour effectuer une action d'accélération blanche, même s'il est stressé. C'est très chouette, et il faut relever ici que le TIE Advance X1 ne dispose pas à la base de l'action d'accélération, qui lui serait pourtant très utile pour le double repositionnement, souvent caractéristique des As. Ce build Vador est donc très classique, représentant tous 78 points d'escadron, sachant que Dark Vador coûte 2 points de plus depuis la mise à jour de juillet. C'est beaucoup, mais je crois qu'il les vaut bien. Reste un troisième et dernier petit socle en remplacement du gros tas qu'était le colonel John Donne. Et c'est un taille PH Phantom générique puisque piloté par un as de l'escadron Sigma, 48 points d'escadron, soit 2 de plus depuis la mise à jour de juillet, et initiative 4. Ce vaisseau déployé en masse a régulièrement trusté les premières places du méta en gros depuis le lancement de la V2, mais encore tout récemment, ce qui a justifié plusieurs nerfs en termes de coûts. Ils sont justifiés, oui, et raisonnables. Cela reste un excellent pilote sur un excellent vaisseau. Et bien sûr, le TIE Phantom demeure le champion de l'occultation, notamment du fait de la capacité générique réseau de Stygium. Après s'être désocculté, l'as peut effectuer une action, c'est à souligner, d'évasion. Et ce n'est pas tout, au début de la phase de dénouement, s'il dispose toujours d'un marqueur d'évasion, alors il peut le dépenser pour obtenir un marqueur d'occultation à la place, et c'est reparti pour un tour. Il en résulte un vaisseau agressif, polyvalent et capable de faire des manœuvres assez inattendues. Il demeure très bon. Du coup, pour le talent, on ne va pas chercher bien loin, et c'est un reproche adressé par certains à ce châssis. La mécanique du réseau de Stygium incite en effet très fortement à munir l'as de l'escadron Sigma du talent feinte, 7 points d'escadron, qui a grimpé lui aussi depuis juillet précisément pour cette raison. Dès lors, quand le fantôme effectue une attaque, s'il dispose d'un marqueur d'évasion, ou plus, il peut changer un des résultats évasion du défenseur par un résultat concentration. C'est le type même de l'amélioration passive-agressive. En prenant une option défensive pour votre vaisseau, vous le rendez plus menaçant également en attaque. Parfait, là encore. Et pas besoin d'y rajouter quoi que ce soit, construit de la sorte, l'as de l'escadron Sigma représente donc 55 points d'escadron. Et la liste en tout fait 198 points d'escadron. En voici le résumé. Starwing de classe Alpha, Major Vinder, 65 points en tout. Major Vinder, survivant pragmatique, 41. Arsenal OS1, embarqué 0. Torpille à proton, 13. Torpille à proton avancé, 6. MASL avancé, 3. Système de commande de tir, 2. TIE Advance X1, Dark Vador, 78 points en tout. Dark Vador, Black Leader, 67. Système de commande de tir, 2. N, 3. Post-combustion, 6. TIE PH Phantom, As de l'escadron Sigma, 55 points en tout. As de l'escadron Sigma, 48. Feinte, 7. Total, 198 sur 200. Allez, j'ai donc livré coup sur coup 2 parties avec cette liste. Et pour ce qui est de la première, alors déjà toutes mes excuses pour la photo, comme on va voir, ça ne correspond pas, c'est pire qu'approximatif à ce stade. Mais mes excuses, je n'avais pas pensé à prendre une photo de la liste de mon adversaire sur le moment, et je n'ai pas ce qui convient dans ma collection pour pouvoir y remédier. Donc, par rapport à cette photo, notez qu'ici j'ai mis 2 chasseurs V19 Torrent, en fait il y en avait 4. Quant à l'Arc 170 que vous voyez ici, c'est celui de l'Alliance Rebelle, mais mon adversaire jouait bel et bien celui de la République. Donc, cette première partie de la journée m'a opposé au camarade Bruno qui s'est mis assez récemment à X-Wing en se consacrant à la faction de la République. Et a cette fois voulu tenter un archétype de nuée jusqu'alors inédit pour lui en alignant 4, donc chasseur Torrent V19, bénéficiant du soutien d'un Aethersprite Delta 7 et surtout d'un chasseur Arc 170 commandé au Québec, merci Asmodée Défense. Commençons par l'Aethersprite Delta 7, aka le chasseur Jedi, qui était en l'espèce piloté par C-Setine, 43 points d'escadron, initiative 4. Sa seule amélioration était la configuration modification visée laser calibrée, 3 points d'escadron, vraiment pas cher, et dont la condition de bullseye peut assez aisément être remplie avec un vaisseau bénéficiant d'autant de facultés de repositionnement. Le chasseur Arc 170 de la liste était piloté par Sinker, 54 points d'escadron, initiative 3, lequel offre des capacités de relance en attaque à ses camarades, ce qui est toujours idéal dans une approche de nuée. La nuée en elle-même, enfin, était donc constituée de 4 chasseurs Torrent V19, qui étaient plus précisément 4 soldats de l'escadron Or, donc 25 points d'escadron chacun et initiative 2, et les 4 étaient à poil.
Et là, je vais faire une chose qu'un aimable lecteur auditeur m'a suggéré, donc en faisant apparaître la liste de mes adversaires également dans son détail. Donc vous en avez le résumé ici. On commence par un Other Sprite Delta 7 qui est 16 Setine et qui fait 46 points d'escadron en tout, puisqu'il y a 16 Setine, pilote prophétique 43 et visée laser calibrée 3 points. Ensuite, nous avons un chasseur Arc 170 qui est Sinker, 54 points d'escadron en tout. En fait, c'est juste Sinker, vétéran de la meute. Et nous avons ensuite 4 chasseurs Torrent V19 qui sont 4 soldats de l'escadron Or à 25 points d'escadron chacun, ce qui fait une liste à 200 points. C'était une situation pas totalement inédite, mais pas très courante du moins pour moi. Si j'ai régulièrement joué des nuées, je n'en ai que très rarement affronté. Je me retrouvais donc avec 3 vaisseaux, pas les plus solides, opposés à 6, certes pas les plus agiles, mais avec de quoi encaisser. Mine de rien, les 5 points de coque du chasseur Torrent V19 font qu'on ne peut pas espérer le détruire en un coup, ce qui fait une grosse différence par rapport au chasseur taille LN ou au chasseur droïde de classe Vulture par exemple. L'initiative n'interviendrait qu'à 2 niveaux, le placement des obstacles, je m'étais muni de 3 nuages de gaz et Bruno d'un petit astéroïde et de 2 nuages de débris, et le fait pour Cécitine de jouer avant ou après le Major Vinder et l'as de l'escadron Sigma. Même si le chasseur Jedi n'était à vue de nez pas ma cible prioritaire, j'ai favorisé l'information en conférant à mon adversaire le statut de premier joueur. Les vaisseaux s'activeraient donc dans cet ordre, les 4 chasseurs Torrent V19, Sinker, Cécitine, l'as de l'escadron Sigma et le Major Vinder, Dark Vador, soit tous les vaisseaux de Bruno, puis tous les miens. Et ils s'engageraient dans l'ordre suivant, Dark Vador, Cécitine, as de l'escadron Sigma et Major Vinder, Sinker, chasseur Torrent V19. Le déploiement de Bruno consistait forcément en une formation de V19 avec Sinker au milieu, que je n'avais forcément jamais affronté et qui ne me rassurait pas. Encore une fois, les relances dans une nuée, c'est rapidement fatal. Mon objectif était donc de rompre cette formation au plus tôt sans pour autant sacrifier d'emblée un de mes pilotes. Et c'est pourquoi, calcul pertinent ou pas, j'ai déployé moi-même mes 3 vaisseaux ensemble, le temps d'attirer la nuée en terrain favorable. Après quoi le Major Vinder balancerait quelques cacahuètes à Proton en mode frontal, tandis que le TIE Advance X1 et le TIE PH Phantom prendraient un peu de champ pour taper sans se trouver dans trop d'arcs de tirs ennemis. Les premiers tours ont été forcément pépères, avec de mon côté le Major Vinder qui lançait au cas où sa mécanique de désarmement avec le MASL, en prenant garde de trop s'avancer, et l'as de l'escadron Sigma qui faisait de même avec l'occultation. Puis les 2 escadrons ont pivoté pour se faire face, le fantôme prenant déjà un peu de champ grâce aux manœuvres de désoccultation. Vador sur mon aile gauche n'était à vue de nez pas très exposé, mais même avec 3 des verts en perspective, je tremblais un brin pour Vinder. Il ne fallait pas aller trop vite, tout spécialement avec ce dernier. Je voulais me ménager quelques opportunités de tir à portée 3 sur les torrents pour balancer du proton sans que mon adversaire ne bénéficie du bonus de portée, bonus que je me réservais pour moi-même. Ce qui a plutôt fonctionné, en tout cas j'ai bel et bien pu verrouiller un des chasseurs républicains et l'attaquer dès ce tour sans m'exposer. Me semble que le premier sang n'a pas été faramineux, mais en complétant avec Vador, j'ai pu dégager un premier torrent et c'était déjà ça de prix. Maintenant, c'était là que les choses allaient se compliquer. Vinder était bel et bien exposé si Dark Vador et le TIE PH Phantom avaient pu se repositionner pour ne pas se trouver en même temps dans plusieurs arcs. Vinder, étant désarmé, bénéficiait bien de 3 des verts, mais il allait se prendre 2 ou 3 attaques obligatoirement, dont celle de Sinker, avec des relances. Et, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, j'ai eu beaucoup de chance avec mes dévers lors de ce tour fatidique. Bruno a placé 3 très bons tirs sur mes vaisseaux, sauf erreur 2 sur le Starwing de classe Alpha et 1 sur le TIE Advance X1, avec à chaque fois 3 voire 4 touches. Mais en défense, j'ai systématiquement fait plus. Il me semble qu'en 3 jets sur quelque chose comme 12 dés, j'ai fait 10 évasions. C'était un sacré soulagement parce que dans ma perspective, il y avait de fortes chances pour que la partie se joue là. Mais je comprends pour l'avoir vécu moi aussi à maintes reprises, la frustration de mon adversaire. Ce qui a eu une autre conséquence. Comme je l'espérais, Bruno a ensuite rompu la formation, ce qui rendait Sinker tout spécialement beaucoup moins redoutable. Le chasseur Arc 170 s'égarerait dans un coin du tapis de jeu avec un torrent et ses sétines, tandis que Dark Vador les narguerait, non sans m'enlacer une patate ici ou là. De l'autre côté du tapis de jeu, les 2 V19 restants feraient des cibles de choix pour le TIE PH Phantom et le Major Vinder, survivant pragmatique indeed, lequel devrait cependant d'abord faire appel à son MASL pour se retourner. C'était prévu et il avait joué son rôle d'éperon dans la nuée. Dark Vador ayant ensuite dépassé les 3 vaisseaux républicains qui s'enfermaient dans le bord gauche du tapis de jeu, il se retrouvait opposé avec les 2 autres V19 après que ceux-ci ont exécuté leur cueil au grand. Vinder était d'ores et déjà repositionné, et l'as de l'escadron Sigma de même, si un peu loin. Un des chasseurs ennemis a très vite dégagé dès lors.
Dark Vador et le Major Vinder comptaient bien finir le boulot dans ce coin du tapis de jeu, et c'est bien ce qui s'est produit, encore un chasseur républicain de moins. Le Type H Phantom de son côté a préféré se positionner de sorte à intercepter C-17 ou le dernier chasseur Torrent V19 qui avait amorcé un large virage à l'autre bout de la surface de jeu tandis que Sinker se retournait probablement trop tard et trop lentement. Vador, à ce stade, devait se retourner et était trop loin pour revenir dans la bataille lors de ce dernier tour, mais le Major Vinder le pouvait, qui a balancé une ultime torpille à proton, cette fois sur Sinker, qui avait été globalement épargné jusque-là. Bon, c'était un peu gratuit, je n'allais très probablement pas avoir la moitié des points du solide chasseur Arc 170. Mais je me suis peut-être montré trop gourmand avec mon Type H Phantom. Désireux de sortir le dernier chasseur V19 Torrent, mon as de l'escadron Sigma s'est un peu trop exposé, face à Sinker surtout, ce qui a peut-être eu pour effet d'offrir à Bruno la moitié de ses points, mais pas sûr, il l'avait peut-être déjà avant ce tour. Bah, c'était pour le sport, mais la partie était pliée depuis longtemps. Bruno n'est pas parvenu à me sortir un vaisseau et n'a donc en définitive obtenu que la moitié des points de l'as de l'escadron Sigma, soit 28. De mon côté, j'ai noté 115 points de victoire, mais sans vérifier les calculs. Ce qui est certain, c'est que j'avais sorti au moins 3 chasseurs Torrent V19, ce qui fait déjà 75 points. Avais-je dégagé le dernier ou obtenu seulement la moitié de ses points? Dans tous les cas, il y avait un peu de rab, probablement la moitié des points de C-17, car Dark Vador s'en était pris à lui au départ. Je ne crois décidément pas que c'était le cas pour Sinker. L'hypothèse la plus probable me semble donc être la moitié des points du dernier Torrent et la moitié des points du chasseur Jedi, ce qui ferait en vérité 111 points et non 115. Je suspecte l'application officielle, plus buggée que jamais après la mise à jour de juillet, d'être pour quelque chose dans cette incertitude. Victoire assez large de toute façon pour une partie intéressante et instructive. La seconde partie de la journée m'a opposé au camarade Seprecham. Il y avait quelque temps de cela, lui et moi étions partis sans nous consulter sur des bases assez proches, en produisant des listes associant Dark Vador et le Major Vinder. Là où je jouais le colonel Jandon, je vous renvoie à Star Wing Academy, Louis jouait en revanche Suntirfel et c'est sur cette base qu'il a développé une liste qui n'a finalement plus rien à voir avec le projet initial, en remplaçant le Major Vinder par le Grand Inquisiteur, soit une liste d'as impériaux à fond les ballons. Mais je vais le laisser vous expliquer lui-même comment il concevait tout ça. Enfin, je vais lire son texte, ça fait un peu bizarre. Donc, j'ai le tournoi de Paris en ligne de mire, et pour cette occasion, j'ai décidé de sortir du lourd. Voici comment s'est articulé mon choix de liste. Premièrement, la faction Empire. Je voulais jouer les gentils de l'histoire, et surtout ma faction de cœur et d'origine. Deuxièmement, Dark Vador et son TIE Advance X1, la pièce maîtresse de l'Empire Galactique, comment faire sans. Troisièmement, Suntirfel et son intercepteur TIE IN, un as avec une très grosse initiative et un cadran séduisant, certes avec une survivabilité proche du néant. Quatrièmement, le Grand Inquisiteur et son TIE Advanced V1, et c'est ici que réside ma plus grosse interrogation à l'heure où j'écris ces quelques lignes, j'y reviendrai plus tard. Cinquièmement, les améliorations, je n'ai pas cherché à faire dans l'originalité. Dark Vador possède un système de commande de tir afin d'optimiser au maximum la capacité ordinateur de visée avancée du TIE Advance X1. J'ai aussi choisi post-combustion pour apporter un peu plus de manœuvrabilité au châssis et ainsi jouer plus facilement avec l'arc dodging. Suntirfel n'est équipé que de manœuvres improbables, son rôle d'assassin n'en sera que plus efficace. Si ce vaisseau ne doit jamais se faire tirer dessus, autant qu'il soit puissant en passant derrière les lignes ennemies. Le Grand Inquisiteur possède un système de commande de tir pour aller avec ses missiles groupés, car j'ai dans l'idée que je trouverai sur ma route parisienne un bon nombre de nuées. L'interrogation porte sur le Grand Inquisiteur, donc. S'il est évident que Dark Vador trouve sa place dans une liste Empire, on peut éventuellement se poser davantage de questions quant à la présence de Suntirfel, qui n'a cependant rien d'illogique. En revanche, on peut vraiment se demander pourquoi le Grand Inquisiteur est ici. J'ai testé ma liste avec le colonel Jandon, et je n'ai pas été convaincu ni par le châssis ni par ses capacités. J'ai testé ma liste avec le Major Vinder, qui est très bon, mais la récente refonte des points a poussé ma liste à 200 points, et avec 2 vaisseaux à initiative 6, je me dois d'avoir un bid pour choisir qui commence la partie et pouvoir arc dodger en toute tranquillité. Mon choix s'est porté sur le Grand Inquisiteur car il possède une initiative élevée, son coût est faible, il possède des actions et un cadran de manœuvre idéaux, et c'était mon chouchou en V1. Je me dois de l'emmener à Paris. On note tout de même un pouvoir plutôt faible car gourmand en points de force et l'absence de capacité générique du châssis. Il est toujours possible que le Grand Inquisiteur cède sa place à Whisper ou Duchesse. Il me reste moins de 2 semaines pour trouver la solution. Merci Seprecham. Et voici donc le résumé de cette liste. TIE Advance X1, Dark Vador, 75 points d'escadron en tout. Dark Vador, Black Leader, 67. Système de commande de tir, 2. Post-combustion, 6. Intercepteur TIE Suntirfel, 59 points d'escadron en tout. Suntirfel, As légendaire, 53. Manœuvre improbable, 6. Enfin, TIE Advanced V1, le Grand Inquisiteur, 59 points d'escadron en tout.
Grand Inquisiteur, Maître de l'Inquisition 52, système de commande de tir 2, missiles groupés 5. Total 193 sur 200. Bon, c'était une configuration compliquée. Vador contre Vador, mais avec une orientation très as impériaux chez mon adversaire, dont les vaisseaux disposaient d'une initiative plus élevée que les miens et de meilleures possibilités de repositionnement. C'était plutôt aguichant comme perspective, ça promettait une partie intéressante. Avec son bit de 7 points, c'était à Seprecham de désigner le premier joueur, une question qui importait avec Dark Vador en miroir et Suntirfel également dans la partie. Côté obstacle, je m'en étais tenu aux nuages de gaz qui peuvent certes avantager les As. Seprecham en a ajouté un quatrième et deux gros astéroïdes. Il a décidé que je jouerais en premier. Les vaisseaux s'activaient donc dans cet ordre: As de l'escadron Sigma plus Major Vinder, Grand Inquisiteur, mon Dark Vador, le Dark Vador de Seprecham plus Suntirfel. Et ils s'engageaient dans cet ordre: mon Dark Vador, le Dark Vador de Seprecham et Suntirfel, le Grand Inquisiteur, et l'As de l'escadron Sigma et le Major Vinder. J'ai en gros adopté le même déploiement que lors de ma partie face à Bruno, si la configuration de jeu était bien différente. Seprecham a davantage dispersé ses vaisseaux, avec Dark Vador et le Grand Inquisiteur tournés vers l'extérieur, dans la direction d'Asuntirfel plus éloigné, et comme de juste bien parti pour me flanquer. Aussi s'est-il lancé à fond les ballons, aussitôt. Le Grand Inquisiteur et Dark Vador, eux, se sont finalement positionnés de sorte à avancer vers le milieu du tapis de jeu. J'avais un couloir dans cette direction, mais face à Parisas, ça n'était pas forcément un atout. Et bon, ça se sentait là pas. Je n'en ai pas moins orienté mon Dark Vador et le Major Vinder dans ce sens. Quant à mon Type H Phantom, sa mission était d'intercepter Suntirfel. Un autre appât. Mais il allait vite, le gazier. Un cueil grand plein passé lui permettait d'espérer se jeter bientôt dans la bataille, sans pour autant trop s'exposer face à mon as de l'escadron Sigma, probablement piloté de manière un peu trop timorée. Pourtant, l'intercepteur Tai Ian a préféré fuir, entre guillemets, ce qui ne m'arrangeait pas nécessairement. Mon fantôme n'était pas vraiment en mesure de retourner assez vite vers le centre du tapis de jeu, là où les intentions de Seprecham s'affichaient toujours plus clairement, tout sur mon Vador, lequel a tout de même pu balancer quelques touches sur le Grand Inquisiteur, mais pour un résultat limité. Or, le Major Vinder, un peu trop lourdeau dans cette configuration, n'était que bien rarement en mesure de tirer sur qui que ce soit. Pour ne rien arranger, j'ai vraiment merdé avec mon Dark Vador. Alors qu'il avait son reflet et le Grand Inquisiteur dans le dos et Suntirfel qui se montrait menaçant à l'horizon, il a pâti d'une mauvaise évaluation des distances qui l'a fait atterrir sur le bord d'un nuage de gaz. La perte de cette phase d'action m'a été très douloureuse. Un tonneau m'aurait sorti d'au moins un arc, par exemple. Et ce qui devait arriver arriva, la légendaire poignée de dévers totalement vierge, et tant pis pour les marqueurs de force, etc. Vador avait déjà perdu ses boucliers, et 3 touches directement à la coque l'ont fait dégager du tapis de jeu. Ceci étant, si la chance intervient dans le jeu, je ne saurais lui imputer la perte de mon vaisseau. J'ai mal piloté, Seprecham a bien piloté, mon Vador méritait de sortir. Mais j'étais mal, du coup. Et je supposais que mon Type H Phantom serait la prochaine cible, or il ne ferait pas long feu quand les 3 as de Seprecham se retourneraient sur lui. Ce qui n'a pas manqué, mais à ce stade, comme ce serait le dernier tour, je ne pouvais pas me montrer trop prudent avec mon as de l'escadron Sigma. Il me fallait au moins essayer de gratter quelques précieux points, et Seprecham, il me semble, avait de toute façon déjà la moitié des points du Type H Phantom. Par miracle, mon as a survécu. Et pour ce qui est des précieux points à obtenir, la seule cible censée était Suntirfel. Pour le Major Vinder, cela ne faisait aucun doute, mais je n'y croyais pas trop pour le Phantom, car je m'attendais à une manœuvre plus tordue de la part de l'intercepteur. À vrai dire, à ce stade, c'est Seprecham lui-même qui, en notant que ce serait le dernier tour, me désignait le baron pour cible, c'est dire. Hélas, même en donnant tout, le Major Vinder et la l'escadron Sigma ne sont parvenus à lui infliger qu'une seule touche. Pas assez donc pour obtenir la moitié de ses points. Victoire de Seprecham donc, et large, m'ayant sorti Dark Vador, le moment crucial de la partie, et ayant également obtenu la moitié des points de l'as de l'escadron Sigma, il marquait 106 points. De mon côté, c'est tout juste si j'avais obtenu la moitié des points pour le Grand Inquisiteur, et je n'ai donc marqué que 30 petits points. Une déculottée et méritée. Je me suis montré très maladroit avec Dark Vador et j'en ai logiquement fait les frais. Je me suis montré trop timoré avec le Type H Phantom et c'était dommage parce que dégager Suntirfel avec lui n'était pas inenvisageable, même si l'initiative globalement jouait largement en faveur de Seprecham. Le Major Vinder était trop lourdeau face à ce type d'adversité. Cela dit, c'était une partie instructive et Seprecham a très bien joué. Et voici d'ailleurs son point de vue sur tout ça. Là encore, je lis son texte. Je m'étais donné comme objectif de tomber le Vador de Nebal en premier. Le fantôme spécialisé savonnette ne me branchait pas et Vinder était impressionnant, mais positionné proche des astéroïdes, l'éviter ne me semblait pas trop compliqué. Pour résumer ma vision de la partie en 2 lignes, un brin de chance au dé, une bévue de son Vador qui touche un nuage de gaz, et un Suntirfel en mode bait pour diviser les troupes ont permis à la fée Victoire de choisir son camp. C'était une partie très intéressante, tendue et enrichissante pour le tournoi qui arrive.
Et mon bilan quant à ma liste, eh bien, plutôt positif, je crois, en dépit de ma déculottée face à ces préchats. En tout cas, le Type H Phantom est plus amusant à jouer que le colonel Jandon, et peut-être plus fiable, au sens où il est à la fois plus agressif et plus souple. Même si l'as de l'escadron Sigma avec une feinte coûte cher, ça me paraît toujours un choix pertinent. J'avoue m'être posé la question de Whisper qui rentrerait dans la liste, mais sans feinte et sans bide. Bon, à vue de nez, l'as me paraît une meilleure solution, mais c'est à débattre. Bon, je suppose que je vais partir là-dessus pour le Star Wars X-Wing System Open Series de Paris, hein, du moins côté format étendu. J'ai de toute façon pas le temps de tester autre chose. Je ne pars pas exactement avec beaucoup d'ambition, hein. J'espère juste ne pas tout perdre, quand même. Bon, bah, verra bien.